Starbase est en plein test de son support de lancement pour son IFT-4. Blue Origin agrandit les installations de New Glenn. Quelques nouvelles sur le satellite scientifique Voyager 1, combinaison d'activités extravéhiculaires de SpaceX et les lancements de fusées de cette semaine. Salut les fans de l'espace, je suis Christophe Paget pour la chaîne Espace News et bienvenue à votre revue sur l'espace. Cette semaine, à Starbase était en grande partie consacrée à l'étage numéro 0, ou plus précisément au test du support de lancement orbital avant l'essai en vol intégré numéro 4, attendu ce mois-ci. Leur attention était portée sur l'élément de déconnexion rapide du premier étage, les bras de la tour Mekasila, ainsi que les tests des éléments nouvellement ajoutés au parc des réservoirs de carburant. Le support de lancement était également en train d'être peint. Une préparation du sol au parc des réservoirs est en cours, juste à côté de la berme existante, qui, je suppose, sera destinée à une extension de cette berme pour protéger l'ajout récent de vaporisateurs plutôt fragiles. Le sol de la deuxième tour Mekasila est en train d'être renforcé par la création de piliers souterrains en béton près du panneau Gateway to Mars, où un tout nouveau parking venait à peine d'être goudronné et est maintenant démoli. Et la construction récente du mur en béton a été démolie pour permettre l'accès pour la construction de cette tour Mekasila. Quoi qu'il en soit, avec un tel premier étage super lourd, ces murs n'ont aucune chance de rester debout. La vitesse de changement de SpaceX était si rapide que son infrastructure ne dure pas longtemps à Starbase. Et en parlant de Mekasila, 2 des sections de la tour et les bras de cette tour ont été équipés cette semaine depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le site de production progresse également, le parking atteignant son 2e niveau. SpaceX souhaite ici se débarrasser des aires de stationnement le long de la Highway 4 et les consolider derrière la haute baie avec un permis de construire pour un parking de 5 étages, mis en évidence dans cette vue satellite fournie par les partenaires de la NSF. La construction est plutôt rapide car elle est assemblée à partir de formes préfabriquées en béton. Les images satellites montrent également le reste de la Star Factory en cours de construction, faisant de la Star Factory une très grande bête de forme carrée devant les baies d'assemblage. Les bureaux sont représentés dans le coin inférieur droit de la vue et auront également une forme en U ou une sorte de U. Les vitres de la Star Factory au bord de la Highway 4 progressent, couvrant presque toute la façade. J'ai mentionné la semaine dernière que les réservoirs supérieurs et inférieurs du premier étage numéro 13 avaient été testés cryogéniquement, un après l'autre, mais cette semaine, SpaceX a finalement effectué les tests cryogéniques des 2 réservoirs simultanément. Le Starship numéro 30 a ensuite quitté la Megabay 2 pour rejoindre la plateforme suborbitale B. Plusieurs tâches ont été réalisées à l'intérieur de celle-ci en préparation à la campagne de test. Il a ensuite subi un court test cryogénique et un essai de ses 6 moteurs Raptor. Ce qui est particulier, c'est le vaisseau spatial numéro 26 qui n'a pas d'aileron ni de tuiles thermiques et qui a même maintenant des renforts supplémentaires autour de la zone de charge utile, a été envoyé à la Megabay 2 pour le montage de ses 6 moteurs, puis a été envoyé sur le site de Massey pour de futurs tests. On ne sait pas encore à quoi sert ce vaisseau précisément, mais je vous laisse à votre imagination, je n'irai pas spéculer. Le Starship numéro 29, qui sera utilisé pour l'essai en vol numéro 4 de ce mois-ci, a davantage de remplacement de ses tuiles de protection thermique. Ce dont je ne parle pas souvent sont les progrès réalisés sur Blue Origin et son usine de New Glenn en Floride. Vous pouvez voir sur votre écran un grand chantier de construction au centre spatial Kennedy.
destiné à l'agrandissement du bâtiment de l'usine et à son parking. De nombreux trous ont été percés pour renforcer les fondations de l'usine. Vous pouvez même apercevoir un deuxième étage New Glenn sur son banc d'essai, ainsi qu'un matériel de premier étage inachevé, enveloppé dans un film plastique. En septembre 1977, un satellite de la NASA appelé Voyager 1 a été envoyé dans l'espace à bord d'une fusée Titan Centaur dans le but d'observer au-delà de toutes les planètes de notre système solaire. Il a volé près de Jupiter en 1979 et de Saturne en 1980. Il s'agit du vaisseau spatial le plus éloigné jamais envoyé. Il a une petite sœur, Voyager 2, qui emprunte une route interstellaire plus longue. Voyager 1 se trouve actuellement à 24,3 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui correspond à 0,0026 années-lumière. Malheureusement, en novembre 2023, Voyager 1 a cessé d'envoyer des données scientifiques et techniques lisibles de ses 5 équipements scientifiques. Après des mois de travail et de dépannage, l'équipe JPL de la NASA a résolu le problème, l'a corrigé et maintenant l'engin envoie à nouveau des données utilisables en route vers sa mission interstellaire. Le problème était lié à l'un des 3 ordinateurs de bord du vaisseau spatial, appelé sous-système de données de vol ou FDS. Le FDS est chargé de conditionner les données scientifiques et techniques avant leur envoi sur Terre. L'équipe a découvert qu'une seule puce chargée de stocker une partie de la mémoire FDS ne fonctionnait pas. Incapable de réparer la puce à distance, l'équipe a décidé de placer une partie du code ailleurs, dans la mémoire FDS, mais aucun emplacement n'est suffisamment grand pour contenir la section du code dans son intégralité. Ils ont donc élaboré un plan pour diviser le code concerné en sections et stocker ces sections à différents endroits du FDS. Donc bravo JPL pour avoir ressuscité Voyager 1. Dans les dernières nouvelles de l'espace, vous vous souvenez peut-être de la mission de SpaceX appelée Polaris Dawn, visant à faire progresser rapidement les capacités de vol spatiaux habités en démontrant de nouvelles technologies et en menant des recherches scientifiques approfondies pour élargir nos connaissances sur l'adaptation, la vie et le travail des humains dans l'espace. La première des 3 missions consiste à faire voler une capsule Dragon sur une orbite hautement elliptique à 700 km d'altitude et à tester la combinaison d'activités extravéhiculaires ou EVA de SpaceX. Il s'agira effectivement de la toute première sortie commerciale dans l'espace d'un astronaute. La combinaison de SpaceX semble beaucoup plus élégante et plus fine que les autres combinaisons EVA de la NASA ou de Roscosmos ou même d'Axiom, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Bien sûr, la principale différence ici est que SpaceX a l'intention d'alimenter la combinaison avec de l'oxygène et azote à environnement et pression contrôlée depuis la capsule Dragon. C'est pourquoi vous ne voyez pas ce sac à dos encombrant, puisque c'est géré par l'équipement de la capsule Dragon elle-même. Un avantage majeur est cependant l'affichage tête haute disponible sur la visière de l'astronaute pour information vitale. Et le dernier avantage d'une telle conception par SpaceX est la faible complexité et la capacité à produire à grand volume et faible coût, ce qui facilitera les futures missions de longue durée à mesure que la vie deviendra multiplanétaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres combinaisons EVA disponibles aujourd'hui. Je parlerai davantage sur cette mission et son équipage à l'approche du lancement attendu au 4e trimestre 2024. Passons au lancement de la semaine, à commencer par SpaceX le 6 mai pour un autre lot de satellites Starlink avec une Falcon 9 pour sa mission groupe 657 depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 15e fois. Le lendemain,
c'était le tour de CASC pour un vol inaugural réussi de son lanceur Long March 6C depuis la Chine, lançant aussi 4 satellites. Un autre type de fusée pour CASC parmi une liste déjà très longue de fusées. Néanmoins, ce Long March 6C est plus légère, plus sûre pour l'environnement et une fusée plus puissante que le Long March 2C ou même 2D, que ces derniers utilisent depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Cependant, le Long March 6C est doté d'une capacité de charge utile légèrement supérieure à celle du 2C ou même bien supérieure à celle du 2D. Bravo à CASC pour sa nouvelle petite sœur. Le 8 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec un autre lot de satellites Starlink depuis la Floride pour sa mission Groupe 656. Son premier étage a volé pour la 3e fois et s'est posé sur un drone ship. Le lendemain, un nouveau lancement CASC de son Long March 3B pour sa mission Smart Skynet 101 depuis la Chine. En résumé, depuis janvier et le 9 mai 2024, le nombre total de fusées envoyées avec succès dans l'espace est de 87. Cette semaine, les entreprises américaines ont envoyé avec succès leur 54e fusée et la Chine sa 20e. Comment mieux terminer un épisode qu'avec une nébuleuse colorée de notre bien-aimé Hubble Space Telescope? Aujourd'hui, nous nous intéressons à la nébuleuse de la tête de poisson pour sa forme évidente, bien qu'elle soit également connue sous la désignation moins excitante de IC 1795, une région de formation d'étoiles dans la constellation nord de Cassiopée. Le portrait cosmique coloré de Hubble présente des gaz incandescents et des nuages de poussière obscurcissants, où le bleu correspond aux atomes d'oxygène, le vert d'hydrogène et le rouge de soufre. La nébuleuse est située à un peu plus de 6000 années-lumière, ou 57 milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, la nébuleuse s'étend sur environ 70 années-lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Je suis Christophe Paget. Rendez-vous dans le prochain épisode. Au revoir.